c'était un challenge et c'était aussi une envie personnelle de faire un film de genre, contre vents et marées, puisque bon, tout le monde prétend en France que personne n'est capable de faire du cinéma de genre, que même génétiquement nous en sommes incapables. Je crois que ces gens-là ont un peu la mémoire courte, il faut se souvenir de ce que le cinéma français était dans les années 60, quand on faisait des KPDP, des films de pirates, des thrillers, des polars, des films de gangsters, etc. C'est un peu ça aussi que j'ai voulu remettre au goût du jour à travers Freeman, c'est-à-dire une certaine idée du cinéma de genre tel qu'il se pratiquait en Europe et notamment en France et en Italie. Mais pourquoi justement en France depuis des années on est un peu hermétique à ça? Je crois que ça tient d'une part à l'amnésie, c'est-à-dire l'amnésie qui est, on a complètement oublié ce qu'on pouvait faire à l'époque, et à force d'oublier, on a fini par ne plus en faire du tout. Et puis je crois qu'il y a aussi, un autre problème, c'est une hypocrisie qui consiste à dire laissons les Américains faire du cinéma de divertissement avec sous-entendu du cinéma pour la plèbe, et puis nous faisons du cinéma pour l'élite, etc. Je crois que mais je crois que c'est une réaction qui dépasse largement l'enceinte du cinéma. Je crois que c'est une réaction typiquement française qui se manifeste sur plein d'autres plans, et notamment politiques, qui est cette espèce de recroquevillement à l'intérieur de l'Hexagone, et ce fait qu'on ne veuille pas regarder à l'extérieur, qu'on ne veuille pas s'exporter, qu'on ne veuille pas être offensif. Je crois que c'est un problème général. Christophe Gans qui prouve justement que c'est possible. Son film Crying Freeman, qui n'a coûté que 9 millions de dollars, soit à peu près 45 millions de francs, rivalise avec les plus grands qui coûtent eux 5 à 6 fois plus cher. Je ne pouvais pas raisonner sur le tournage. Je ne pouvais qu'aller très très vite. Beaucoup de prises à l'intérieur du film sont la seule et unique prise, c'est la première prise. Et simplement le film était entièrement storyboardé, entièrement dessiné, plan par plan, etc. C'est ma façon de travailler, c'est ma façon aussi d'économiser de l'argent et d'économiser du temps et de la parole. Je pense qu'un dessin est la meilleure façon de communiquer avec un technicien, qu'il soit chinois, japonais ou canadien. Je crois que c'est ça qui est intéressant, c'est d'aller très très vite et de passer le message rapidement à tous les sous-postes qui font, tous les corps de métier qui font que le film va pouvoir exister à l'écran. Pour ce qui est de la scène de l'assassinat de Ryuji, dans le bureau, c'est une scène qui a été storyboardée et c'était d'autant plus intéressant que c'est une scène que j'ai tournée petit bout par petit bout. C'est-à-dire que généralement, il y avait 2 à 3 plateaux qui fonctionnaient en simultané. Et ce qui se passait, c'est que j'allais et venais entre des plateaux différents. Et la scène avec Ryuji a été tournée sur une période étalée de 5 ou 6 jours, je crois. Donc on tournait des petits bouts par petits bouts. Et chaque fois, je rayais dans le storyboard le cas de Mark Dacascos. J'ai eu la chance absolument invraisemblable de trouver quelqu'un qui est le physique du personnage. C'est pas un physique évident, parce que en gros, c'est la tête d'Alain Delon des années 60 sur le corps de Bruce Lee. Et qui est en plus la compétence. Et c'était extrêmement... Pour moi, je pensais que j'allais être obligé de prendre un très très bel acteur et de le doubler. Et avec Mark Dacascos, il se trouve que j'ai eu les deux ensemble, c'est-à-dire que j'ai eu les prouesses physiques et un incroyable physique d'acteur et aussi une discipline d'acteur assez étonnante. Et je crois qu'il peut amener quelque chose de tout à fait nouveau dans le cinéma d'action d'aujourd'hui, qui est une très très grande vulnérabilité, un grand sens de l'humanité, à l'intérieur d'une capacité d'action qui est, je crois, inégalable sur le continent nord-américain. Je pense qu'il y a en Asie qu'on peut trouver des gens capables de faire ce que Mark fait dans le film. Ce film est en quelque sorte un long métrage romantique d'action et d'aventure. C'est l'histoire d'amour qui implique l'action et de cette action découle l'aventure. Physiquement, tout cela demande beaucoup. Il y a énormément de scènes de fusillade, de scènes de combat, où j'utilise les arts martiaux. Et je fais bouger mon corps comme un acrobate. Depuis des années, avoir été préparé à tout cela m'a permis de rester concentré. Car un tournage d'1 semaine, ça va, 2 aussi. Mais un tournage de 2 mois, ça devient beaucoup plus dur. Et vous faites sans cesse appel à votre énergie, toujours et toujours plus. Barbara, l'attachée de presse du film, qui est à côté de moi, que vous ne voyez pas, on a fait les frais. Elle m'a demandé si je pouvais faire une interview. Je lui ai dit non, je suis fatigué, je ne peux pas. Je m'en excuse, mais c'est comme un marathon. Et en ce sens, les arts martiaux vous aident à prendre sur vous-même et à rester concentré. Si je n'avais pas eu tout ce passé dans les arts martiaux, je n'aurais pas pu faire ce film, c'est certain. Le personnage de Crying Freeman, interprété ici par Mark Dacascos, est adapté d'un célèbre manga japonais, c'est-à-dire une bande dessinée qui, en 1988, a fait l'objet de 6 dessins animés. Christophe Gans, réalisateur de Crying Freeman, a découvert les mangas dans les années 70, du reste manga Kezako. C'est un terme générique qui regroupe la bande dessinée et le dessin animé. Il n'y a pas de terme précis pour l'un et pour l'autre. C'est le manga, ce qui veut dire en japonais image futile. En France, le dessin animé et la bande dessinée sont considérés comme des arts et donc par là même comme une espèce d'expression mais fort limitée en même temps. Je dirais presque un ghetto. Au Japon,
ça se lit comme se lit un journal de télévision ou Cosmo, quoi. C'est-à-dire que tout le monde a son manga. Les vieillards ont leur manga, les enfants ont le manga, les jeunes cadres dynamiques ont un manga. C'est-à-dire qu'il y a des mangas pour toutes les couches socioculturelles japonaises. Et donc, par là même, ce n'est pas du tout, comme en France, considéré comme une expression généralement réservée aux enfants ou aux adolescents. C'est pour ça qu'il y a pas mal de confusion autour du manga quant à son caractère parfois sensuel ou son caractère parfois violent. C'est-à-dire simplement, il y a des fois des mangas qui sont réservés aux jeunes adultes qui arrivent et qui sont donnés aux gosses, ce qui est une bavure faite par les Occidentaux et non pas par les Japonais. Le manga est lié d'une manière très organique aux jeux vidéo je dirais à la communication du monde moderne. Je pense qu'un gosse qui est coincé entre son ordinateur, ses jeux vidéo, Internet, MTV, etc., forcément ne peut qu'aimer le manga parce que le manga est le précipité en fait de la rapidité de communication, de l'extrême visualité du monde moderne et de ses codes, même de ses codes sonores. On trouve par exemple dans le manga une assimilation faramineuse de la musique techno par exemple. Donc ce qui se passe avec le manga, c'est que le manga est en fait le creuset de tout ce qui va être la culture de demain. Et je crois que la réaction occidentale très haineuse vis-à-vis du manga vient de ce que beaucoup de gens sentent en fait que c'est la culture de demain.